Bon, merci. Donc, Philippe Bardet, je suis à Sophia Antipolis depuis assez longtemps. Ma première rencontre avec Pierre Lafitte date de l'époque où j'étais encore étudiant. J'ai revenu des États-Unis, j'étais en Californie, et évidemment, ce qui ressemblait le plus et l'avenir pour moi, c'était cette image-là et Sophia Antipolis. Et je remercie tous les jours Pierre Lafitte d'avoir eu la chance de le rencontrer et d'avoir pu créer mon entreprise à Sophia Antipolis. Et aujourd'hui, la société que je dirige, qui s'appelle Acri, on fête nos 30 ans. Sophia Antipolis fête ses 50 ans et nous, c'est notre 30e anniversaire. Et notre 30e anniversaire dans un domaine qui a toujours été assez constant, qui était en fait autour de la mécanique des fluides et principalement l'étude de l'environnement avec deux facettes. Une facette qui était liée à l'observation de la Terre à grande échelle avec les programmes spatiaux qui sont en cours de développement de plus en plus rapidement avec des très gros investissements de l'Union européenne, de toutes les agences spatiales mondiales, par rapport justement à ces problématiques qu'on a évoquées toute la journée, qu'on va continuer à évoquer, liées à les rapports comme celui du GIEC, où là, il y a des moyens très importants qui sont mis pour mieux comprendre, mesurer, connaître son environnement et après en tirer des conséquences. Et une deuxième activité, mais qui est toujours autour de la mécanique des fluides, qui est liée à ce qui s'appelle l'hydraulique maritime, le génie côtier, c'est en fait les aménagements littoraux. Et c'est un domaine de prédilection pour moi qui m'intéresse beaucoup et qui est à l'interface justement des trois ateliers qui ont lieu aujourd'hui, et c'est déjà quelque chose d'assez révélateur, c'est que la tendance à simplifier la planète en terre, eau, atmosphère, dès le départ, a des germes d'une difficulté qui va être la gestion des interfaces. Et on sait tous les gens qui travaillent dans le domaine de la mécanique ou de choses, c'est que les problèmes arrivent aux interfaces. Donc souvent, il vaut mieux que l'interface ne soit pas l'endroit où justement la plupart de notre vie, de notre développement économique se passe. Et la zone côtière, c'est justement cet endroit où cohabitent aussi bien la Terre, l'océan et l'atmosphère, qu'ont lieu des phénomènes assez compliqués qui interagissent avec notre développement humain, économique, etc. Donc le sujet aujourd'hui pour moi, c'est de vous parler justement de c'est les perturbations. Alors, j'avais mis océanique parce qu'on est dans le volet eau, mais en fait, j'aurais dû dire météo océanique, voilà, et la montée des eaux littorales. Et littoral, c'est justement cette zone, cette frange littorale où la terre et la mer se rencontrent et que la plupart des problèmes que l'on vit sont exacerbés. Donc, pour illustrer un petit peu cette problématique, c'est un problème très ancienne. On aime bien vivre au bord de la mer, les échanges sont plus faciles, mais on est lié à, enfin tout le monde le sait, il y a des effets environnementaux sur lesquels on s'est habitué depuis très longtemps, certains qu'on gère bien, d'autres un peu moins bien, suivant les échelles de temps et d'espace. Donc ce qui est très important aussi pour nous, et dans les discussions qu'on a à tous les niveaux, c'est de bien comprendre ces échelles de temps, qui vont des échelles géologiques à des échelles très rapides, qui sont du jour au lendemain, ou de notions liées à des... Donc c'est vrai que quand on s'intéresse au niveau marin, il faut savoir sur quelle période et avec quelle fréquence ou quelles sont les dynamiques, ça s'appelle le spectre d'énergie, on travaille pour pouvoir y répondre, pour essayer de limiter les impacts. Donc c'est vrai que tout le monde a entendu parler des marées, des surcotes, des houles, des renapes, bon, et ça génère des franchissements. D'un autre côté, il y a les cours d'eau qui sont influencés par le niveau de la mer et le niveau des cours d'eau. C'est-à-dire quand il y a des crues d'un côté et qu'il y a des effets liés au niveau d'eau marin, il y a des interactions entre la partie maritime et la partie fluviale. Et donc les écoulements, donc tout ce qui est la surface libre, l'eau, qu'elle soit douce ou qu'elle soit salée, la connaissance de ces phénomènes de transport, de dispersion, de mélange est fondamentale pour dimensionner les infrastructures qui nous permettent de vivre le plus en sécurité possible, y compris tout ce qui est les problèmes liés à des réseaux, que ce soit des réseaux d'assainissement, des réseaux pluviaux. Voilà. Donc ces problématiques, je dirais, sont assez connues. Quand on a vécu certains problèmes, souvent la tendance naturelle, c'est de relever les digues de protection, par exemple, mais à ce moment-là, ça pose des problèmes souvent pour l'évacuation des eaux, donc il y a des problèmes de pompes de relevage. Donc c'est juste pour vous expliquer que dès qu'on parle de niveau d'eau et de cette problématique des ouvrages de protection, la manière dont ces évolutions arrivent et à quelle fréquence est le phénomène
qui permet à un ingénieur de proposer les investissements qui permettront de satisfaire des problèmes de sécurité ou des problèmes de confort, ça dépend. Voilà. Donc, un des problèmes des niveaux d'eau, tout le monde le comprend, c'est les digues. Donc, il y a des digues, il y en a toujours eu, et ces digues, elles sont en général dimensionnées pour pouvoir fonctionner avec certaines conditions du côté maritime qui sont liées au niveau d'eau. Donc là, on va arriver à un problème des niveaux d'eau qui... Alors, on va pas partir très loin dans le monde, on parle dans notre région, les Alpes-Maritimes. Simplement, voilà, il y a exactement un an, il y a eu cette tempête Adrien qui a été évoquée, il y a eu quelques photos, et ça, c'est simplement des mesures des niveaux d'eau avant et après cette tempête. Et ça s'exprime donc en décimètres. Là, on est entre 0,3 et 1 mètre, et c'est les niveaux d'eau prévus et les niveaux d'eau mesurés. Donc, pendant la tempête en question, on voit que le niveau d'eau, c'est la courbe du bas, on est arrivé à des niveaux moyens de l'eau. Là, je parle pas de la houle ni de la tempête elle-même, je parle juste du niveau moyen de l'eau, c'est des marégraphes. Ça s'appelle les instruments qui mesurent ça à ces fréquences-là. De 1 mètre, comparé à une prévision qui était la marée normale, qui aurait dû être de 50 cm. Donc, il y a une surcote, c'est ce phénomène dont on parle, et ces surcotes, elles s'expriment au moins en décimètres, des fois en mètres et des fois 2-3 mètres. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. Quand on parle de surélévation du niveau marin à des échelles plus longues, on parle de millimètres par an, de centimètres et après de décimètres, où on verra si c'est... Mais là, pas que naturellement, tous les ans, ici, le niveau moyen de l'eau, que ce soit à Cannes, à Nice ou à Monaco, varie de plus d'1 mètre, le niveau moyen, plus d'1 mètre. Sur ce niveau moyen, on va rajouter la houle. Mais ces problèmes de surcote et de décote, on voit bien que la connaissance et l'évolution liée à un éventuel changement des statistiques climatiques, météorologiques, va induire des variations du niveau d'eau. Voilà. Alors, ces variations de niveau d'eau, on en tient compte pour dimensionner des ouvrages. Voilà. Donc, pour garder en tête ces choses suivantes, c'est que nous, en Méditerranée, donc tous les jours, 2 fois par jour, le niveau moyen de l'eau, déjà, bouge de 30 cm. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on nous annonce 30 cm d'évolution, c'est par rapport à ça, mais c'est quand même à garder en perspective par rapport à la variation naturelle de la marée ici, qui est de 30 cm. En Atlantique, c'est 13 mètres. Donc, tous les jours, il peut y avoir 13 mètres de variation du niveau d'eau. Donc, les gens se sont habitués à ce que l'eau monte et descende. Ça, et les surcotes, qui sont sur des périodes plutôt de la semaine, elles, c'est de 20 à 50 cm, exceptionnellement 1 mètre. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour nous, ingénieurs, sur le dimensionnement des ouvrages, ce qui s'appelle, ce dont on a entendu parler ce matin, l'élévation du niveau marin, c'est quelque chose mais dont on a déjà un effet précurseur, dont on tient déjà compte, c'est la modification des phénomènes de surcote et des phénomènes de tempête, qui s'expriment souvent par l'énergie de la houle, qui semblent augmenter et qui semblent avoir des statistiques qui ne sont pas stationnaires, c'est-à-dire que quand on fait des prévisions pour des dimensionnements pour les 100 prochaines années, les statistiques passées ne sont peut-être pas les bonnes pour les 100 ans qui viennent. D'où des réflexions sur ce qui a été évoqué ce matin, que des événements qui se observaient peut-être une fois tous les 100 ans, peut-être qu'à l'avenir, on les observera tous les 10 ans. Si c'est le cas, quand un maître d'ouvrage demande à dimensionner un ouvrage pour une houle centenale, si en fait la houle centenale, elle n'est pas centenale mais qu'elle est décennale, ça veut dire que la houle centenale est beaucoup plus importante et que l'ouvrage va être beaucoup plus cher à construire. Donc c'est fondamental de connaître, de prévoir sur le long terme l'évolution climatique des effets de houle, parce que c'est dans ces périodes-là qu'il y a le plus d'énergie à dissiper. Le niveau moyen de l'eau, s'il monte, bien sûr c'est épouvantable, il y a des tas de conséquences, mais en termes énergétiques, on n'a pas à lutter contre quelque chose qui est très puissant en termes d'énergie. La houle, à titre d'exemple, quand vous allez au bord de la mer et que vous avez 3 mètres de vague et des périodes de 10 secondes, vous êtes à 100 kW par mètre de dissipation d'énergie.
c'est-à-dire 100 mégawatts au kilomètre. C'est-à-dire que, et ça peut être 250 mégawatts si au lieu de 3 mètres, c'est 5 mètres, ce qu'on a une fois par an quand même. Donc, sur 4 kilomètres, vous avez une tranche de centrale nucléaire qui se dissipe. Donc ça, cette énergie-là, c'est certain que jusqu'à présent, les équilibres ont fait que tout, naturellement ou artificiellement, on arrivait à stabiliser le trait de côte. Si les niveaux montent, les effets s'augmentent parce qu'il y a un effet d'amplification lié à ce que l'énergie de la houle, au moment du déferlement, si la hauteur d'eau est plus grande, l'énergie va être plus grande parce que la houle va déferler plus tard, donc elle va être plus haute au moment du déferlement, donc elle est plus énergétique. Donc cette énergie elle va être dissipée plus proche des infrastructures que l'on avait construites, que l'on avait bâties avant. Donc on se retrouve dans une situation où on avait créé un certain équilibre qui est modifié, soit parce que les états de mer changent à cause de la météo, soit simplement parce que justement le niveau d'eau monte et va aussi avoir une influence sur cette énergie. Voilà. Donc c'est cet équilibre entre des effets à très long terme d'évolution du montée des niveaux d'eau, des effets peut-être à plus court terme sur des évolutions climatiques. Vous avez dû entendre récemment là, que certains épisodes cycloniques, ouragans, là, commençaient à aller dans le mauvais sens dans l'Atlantique. Ça, commence à être des indices d'un dérèglement qui est lié aussi là à des transferts d'énergie entre la température de l'eau de mer dans les océans, l'atmosphère, etc., qui vont induire des champs d'état de mer qui sont différents de ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser quand on dimensionnait des infrastructures. Donc aujourd'hui, penser qu'on vit dans un monde où tout est stationnaire et que l'on peut utiliser les anciennes formules pour faire des nouveaux ouvrages, c'est pas évident. D'où la revisite des connaissances des nouvelles conditions sur les ouvrages existants. Donc il y a certains ouvrages qui ont été dimensionnés il y a 30 ans, par exemple, avec les connaissances de l'époque, et c'est pas long, 30 ans à l'échelle de celle dont on parle. Néanmoins, on voit apparaître une évolution parce que peut-être d'abord on a plus de mesures, donc il y a simplement un fait lié qu'on a des meilleures mesures. Les systèmes d'observation spatiaux mondiaux alimentent quand même la connaissance, et ça veut dire que des ouvrages qu'on croyait être bien dimensionnés pour résister 100 ans, peut-être que la durée de vie réelle est pas la même. Donc un intérêt à en tenir compte pour la maintenance et en tenir compte pour la définition des nouveaux ouvrages littoraux. Parce que les nouveaux ouvrages littoraux, justement, avec tout ce qu'on entend et les rapports, on ne peut pas ignorer ce phénomène. Aujourd'hui, il est complètement acquis. On va vivre, on va s'habituer à ça, même si des choses changent. L'évolution sur ces phénomènes-là ne va pas se faire très vite. Donc, il faut commencer à s'adapter. Et il vaut mieux anticiper sur des solutions qui, si elles sont prises à un certain moment, coûteront moins cher, ça on l'a entendu aussi, que si on attendait qu'il y ait des ruptures ou de ruines de certains ouvrages, où là, les réparations à mettre en œuvre, c'est d'un autre ordre de grandeur. Donc là, les ingénieurs, en général, on va dire, on a des moyens, justement, de tester des ouvrages ou des améliorations ou des protections pour essayer de passer cette période un peu critique qu'on va vivre maintenant, avant que les effets des décisions qui sont prises politiquement voient leurs effets. De toute manière, pendant un certain temps, il y aura une évolution, on va dire, défavorable des états de mer ou du niveau d'eau qui vont impliquer forcément des dimensionnements, une adaptation de certains dimensionnements. Voilà. Alors, l'autre outil, aujourd'hui, qui a fait quand même beaucoup de progrès, c'est les outils de modélisation numérique de ces phénomènes. Même si les phénomènes sont très complexes, phénomènes là d'hydrodynamique, c'est des phénomènes à surface libre, c'est des problèmes de propagation d'ondes, c'est aussi des problèmes de mécanique des fluides, et c'est un couplage entre des phénomènes ondulatoires et des phénomènes de transport. Il y a de la dissipation, voilà. Mais il y a des outils de plus en plus puissants, des machines. Donc aujourd'hui, on a quand même à notre disposition la possibilité de tester numériquement des scénarios, modèles numérique, physique aussi, donc on parle maintenant de modèles, des twin modèles, donc c'est aussi bien un modèle numérique qu'un modèle physique, ou des modèles hybrides où on fait du mélange hybride physique-numérique, et c'est pour aider à tester un certain nombre de scénarios et de propositions d'aménagement, parce que c'est plus facile de les tester longtemps à l'avance et de s'y préparer pour avoir des propositions à faire. Donc ça, le sujet des
des digues, infrastructures, génie civil, c'est un problème bien évidemment bien connu. Tout le monde doit bien savoir que c'est des ouvrages qui coûtent extrêmement cher et que tout le monde ne pourra pas se payer des aménagements pour se protéger par des méthodes dures. Ça, c'est des méthodes dures, donc ça méthode un peu d'ingénieur. Des fois, c'est pas du tout bien vu, mais il n'y a des fois pas d'autre solution que ça. Alors, les infrastructures littorales, maintenant, on va parler de choses qui sont un peu intermédiaires entre des côtes naturelles et des côtes un peu artificialisées comme chez nous, où on a des plages qui sont plus ou moins artificielles, mais qui subissent aussi des évolutions et l'artificialisation implique aussi souvent des rechargements, et que ces rechargements ou la stratégie de rechargement ou le transport des sédiments, donc l'évolution des fonds dépend de l'évolution des états de mer et d'une bonne connaissance des prévisions ou de l'anticipation des états de mer. Parce qu'une stratégie actuellement, c'est aussi de se rendre compte que se protéger contre tout, c'est très difficile et que très peu de personnes pourront se le permettre. Par contre, ne pas avoir pris des précautions pour réduire le risque, surtout en se protégeant même 24 heures ou 48 heures à l'avance, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les modèles existent. Contrairement au tremblement de terre, où là, on ne peut pas anticiper 2 jours à l'avance, une tempête en Méditerranée, 5 jours avant, on sait, 2 jours avant, on sait exactement, et la veille, on ne se trompe pas de plus de, je dirais, c'est inférieur à 50 cm l'erreur que l'on peut faire sur l'état de mer qui va arriver 24 heures après. Bon, donc c'est plutôt cette partie-là que je voulais présenter. C'est aujourd'hui les moyens mondiaux d'observation et les modèles globaux de prévision, océano-météo, donnent des informations. Donc, oui. Donc ça, c'est une simulation numérique qui montre comment se propage un train de houle du large vers la côte. Il y a des informations au large. Le fait qu'une côte, il y ait une bathymétrie qui change, des géométries qui changent, va faire que l'énergie va se converger dans certains endroits, diverger dans d'autres. Bon. Donc ça, ces modèles de propagation, aujourd'hui, ils sont très bien rodés, il n'y a pas d'aléa là-dessus. L'aléa, il est à la connaissance de l'information au large. Et par contre, si l'information au large est assez précise et si la barre d'erreur est acceptable, on peut prévoir assez bien ce qui va se passer au niveau, par exemple, de chaque établissement de plage, ou suivant l'endroit où on se trouve, s'il n'est pas à la même hauteur, s'il n'est pas à la même distance de la plage, il n'aura pas le même nombre de lignes de matelas, et ça se prévoit aujourd'hui très bien, et ça permet aux opérateurs du domaine littoral de pouvoir anticiper un petit peu avant pour dégager le matériel sensible et éviter d'être à 2 heures du matin en urgence avec d'astreinte, faire venir tous les concessionnaires d'eau ou des travaux publics pour nettoyer les voiries. Donc ça, aujourd'hui, ça va être la zone un peu de transition entre la protection complète, un peu illusoire, et l'aléa où on dit, bon, c'est la faute à pas de chance, qui n'est pas très raisonnable non plus, et pour lesquels les assurances commencent à se dire, oui, bon, catastrophe naturelle si vous voulez, mais enfin, au bout d'un moment, quand la catastrophe naturelle, elle arrive tout le temps, c'est un peu difficile à le justifier, surtout quand l'Europe met des moyens considérables pour avoir des capacités prédictives qu'on peut appliquer après à un domaine très précis sur un chantier, par exemple, ou sur une plage. Voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte, qui fait le lien avec l'évolution à très grande échelle. Donc, au niveau des bassins, il y a énormément d'organismes qui produisent ces informations, des modèles globaux de prévision des états de mer. Prévision des états de mer, c'est la houle sous toutes ses formes, parce que la houle, elle provient de plusieurs directions, elle a un spectre. Bon. Mais ça, justement, grâce aux mesures et aux modèles et à l'assimilation des données spatiales, on arrive à faire des modèles bien calés qui ont des capacités de prévision en certains points d'une maillage. Donc là, c'est des efforts européens, mais si on parle de la Méditerranée, les Français ont des modèles, les Italiens ont des modèles, les Espagnols ont des modèles. Enfin, donc il y a pas mal de sources d'informations, plus ou moins concordantes, mais plutôt plus que moins. Ça permet d'avoir des barres d'erreur et ça permet d'avoir une bonne prévision au large. Et de là, on voit très bien que maintenant, donc, ce serait dommage de s'en priver pour avoir les prévisions à la côte. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Et aujourd'hui, il y a, et en particulier les services de l'État qui ont la responsabilité, puisque le domaine public maritime, c'est le domaine de l'État, qui acceptent
d'avoir des usages ou des concessions sur ce domaine-là, à condition d'avoir des capacités prédictives pour donner des autorisations d'exploitation. Donc il y a un genre de vertueux cycle, c'est dire, bon, ok, on peut travailler, mais il faut être équipé de systèmes de prévision relativement fiables ou le plus fiable possible et participer à l'amélioration continue de ces dispositifs. Voilà. Donc ça se fait en Atlantique, ça se fait en Méditerranée. Là où aujourd'hui, bon, les épisodes qu'on a connus comme Xynthia, ça a déclenché, on a parlé de submersion marine ce matin, donc ça a déclenché au niveau de tous les services de l'État et à toutes les échelles, on va dire, une prise de conscience et une notion aussi plutôt du côté diagnostique, c'est-à-dire reproduire les phénomènes antérieurs pour bien les maîtriser, pour bien maîtriser les outils qui peuvent servir à faire de la prévision. Donc on fait des scénarios et on fait de la prévision, et c'est là où on alimente les modèles d'anticipation et qui permettent aussi d'avoir des éléments pour savoir ce qu'on peut faire en investissement pour se protéger jusqu'à un certain niveau. Voilà, donc c'est des outils d'aide à la décision de cette nature-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on produit, ce qu'on fait pour pas mal de clients publics ou privés, par exemple, j'en ai représentant de Monaco, les travaux publics de Monaco reçoivent tous les matins un bulletin de cette nature-là qui, pour Monaco, c'est 5 jours, donne les prévisions des états de mer et des informations sur les périodes, les hauteurs et les directions de ce qui risque d'arriver sur les ouvrages de la principauté dans les prochains jours. Donc ça, c'est suite aussi à ce qui s'est passé au niveau de la tempête Adrien, où en effet, ce besoin-là est apparu comme étant intéressant pour pouvoir gérer au mieux ces infrastructures portuaires. Voilà. Après, les modèles plus lourds, donc si on s'intéresse à des ouvrages plus complexes, qui sont des ports, ou là où il y a déjà eu de l'artificialisation, le comportement hydrodynamique est des fois plus complexe, il y a des franchissements, mais les outils numériques ont fait énormément de progrès. Ça ne remplace pas complètement les modèles physiques, mais ça aide énormément à avoir quelque chose de réaliste sur les risques de submersion, les risques de justement des niveaux qui risquent d'être atteints pour des conditions normales ou exceptionnelles et qui tiennent compte des scénarios d'évolution du niveau d'eau marin. Donc on a à disposition, ou les maîtres d'ouvrage peuvent avoir à disposition quand même des outils d'aide à la décision par rapport à des aménagements futurs. Voilà, donc c'est vrai que on va même aujourd'hui, on arrive à tenir compte de phénomènes extrêmement fins comme le niveau d'une terrasse, par exemple, autour d'un établissement. Est-ce que les sous-pressions, quelle est la hauteur optimale de ces établissements, à partir de quand ils seront à risque pour essayer de minimiser ou se mettre d'accord sur un taux d'utilisation ou d'occupation. Donc ça, c'est en permanence validé. Donc il y a une amélioration continue par rapport aussi au retour d'expérience et aux mesures qui sont faites dans ces zones-là. Donc ces outils-là, ces outils assez dynamiques qui évoluent et qui, aujourd'hui, on voit le lien aussi entre la résolution réellement des équations, comme c'est le cas ici, ou autour de l'intelligence artificielle, c'est le traitement de masse de données pour essayer de trouver des corrélations et trouver des règles de décision pour certaines exploitations. Donc un autre sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, et justement ce problème d'interface prend tout son sens, c'est quand un fleuve débouche en mer et que les interactions sont très fortes entre les crues fluviales et les crues maritimes. Donc là, je prends l'exemple de Bordeaux pour lequel on travaille en ce moment, sur Bordeaux Métropole. Donc Bordeaux Métropole, 60% du territoire est inondable quand il y a des gros phénomènes de couplage entre les crues Garonne, Dordogne ou les phénomènes de propagation de l'onde de marée sur une surcote. Et donc la prévision des états de mer en entrée de la Gironde et la propagation dans la Gironde et l'interaction avec les débits des fleuves va faire que le niveau d'eau à Bordeaux, à quelques centimètres près, ça déborde ou ça déborde pas. Donc les modèles vont pas empêcher que ça déborde ou que ça déborde pas. Par contre, la capacité de le savoir
2 jours avant plutôt que le vivre en direct la nuit, là aussi, ça a un énorme avantage. Et ça permet peut-être de ralentir un petit peu l'urgence de faire des investissements très lourds d'aménagement. Donc c'est une étape intermédiaire et cette prévision est extrêmement utile pour des applications, alors soit qui intéressent Bordeaux Métropole directement, c'est les inondations et les niveaux de toutes les digues, s'il faut les changer, ou les points faibles en termes d'infrastructure. Et ça sert aussi autant aux gestionnaires des eaux, parce que pour évacuer les eaux pluviales ou les eaux d'assainissement, il faut que, évidemment, le niveau d'eau dans le fleuve soit plus bas pour pouvoir être écoulé par gravité. Donc ça, à certains moments, c'est pas possible. Donc il y a des clapets. Et ce qui est très important, c'est de savoir à partir de quel moment le clapet va s'arrêter de fonctionner et à partir de quel moment il va se remettre à fonctionner. Entre les deux, il faut stocker. Il faut stocker ou il faut transférer l'eau par des pompes. Et ça veut dire que là, il faut être sûr que les clapets soient fermés et il faut être sûr que les pompes marchent. Et il faut dimensionner les bassins de rétention, tout ça dépendant de la durée de l'épisode où les niveaux des hauts de la marée, plus la surcote, plus la crue, est haute. Et donc, une évolution, pour une raison ou une autre, de ces niveaux va avoir un impact énorme sur les investissements à faire en termes de protection des digues et des dimensionnements de tous les ouvrages hydrauliques dans les schémas directeurs liés à la récupération des eaux pluviales voilà. Donc, ça, c'est quelques exemples où, justement, on voit une interaction extrêmement forte entre tout ce qui est à surface libre côté terrestre et ce qui est à surface libre côté maritime, et pour lesquels la connaissance ou la prévision à toutes les échelles est fondamentale. Et l'échelle long terme, bien évidemment, c'est elle qui va aussi donner une idée des montants, des infrastructures nécessaires à protéger les populations ou à rendre efficaces les dispositifs. Donc les dispositifs, là, en ce qui concerne celui-là, l'affluence des niveaux marins, c'est vrai que jusqu'à présent, nous, on avait les deux activités. Une activité hydraulique, on faisait l'hydraulique sans tenir compte de la mer, en gros, on dit le niveau marin, il est là. On traitait la mer sans traiter le fleuve. Or, aujourd'hui, on s'est bien vu les derniers épisodes un peu partout dans le monde, c'est lorsque le niveau d'eau est très haut et que la crue ne peut pas s'évacuer que les inondations sont amplifiées. Donc, si on n'a pas pris en compte, et surtout, on a évité que l'interface entre les océanographes et les hydrauliciens, ce soit le trait de côte, ça permet d'avoir une meilleure caractéristique, une meilleure représentation, une meilleure compréhension des phénomènes qui se passent et la possibilité à ce moment-là de mieux dimensionner les ouvrages dans leur ensemble. Voilà. Donc cette anticipation à long terme, elle est fondamentale sur les investissements. Et à court terme, la gestion des ouvrages, aujourd'hui, ces outils-là sont quand même à disposition. Il y a eu énormément d'investissements de l'Europe pour donner à disposition des citoyens. Tous ces programmes, souvent, c'est dans une nouvelle politique, même au niveau national, c'est open data, free. Alors free data, c'est pas vraiment free, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'être connecté à des données environnementales aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ou 20 ans. C'est certain. Voilà, donc ça, voilà, voilà, là il y a cet exemple où il y a toutes les échelles de temps à prendre en compte. Donc le climat, plus longues échelles, les prévisions météorologiques, les marées, les saisons, l'aménagement, tout ça d'apprentissage que le système reflète bien la réalité connue et est capable de faire des prévisions. Alors c'est là où il y a peut-être un avantage quand même de la physique, encore un peu, je pense, sur l'intelligence artificielle, c'est que ça sera très difficile à l'intelligence artificielle de prévoir les phénomènes extrêmes, exceptionnels qui sont jamais arrivés. Alors que si on a un modèle conceptuel physique qui traite comme des résolutions des équations en question, c'est plus facile d'alimenter un scénario et de voir l'influence. Donc aujourd'hui, c'est les deux approches complémentaires qui permettent d'optimiser donc les CAPEX et OPEX, ça c'est le jargon industriel, c'est les investissements capitaux et puis les opérations qui sont à renouveler chaque année. Voilà. Voilà. Ça, en effet, ces couplages entre les différentes méthodes et
j'ai presque interspécialisation, parce que même dans le domaine de la mécanique des fluides, il y a énormément de spécialités. Je veux dire, les méthodes des hydrauliciens sont pas les mêmes que les océanographes, et encore moins des hydrodynamiciens, donc ou du génie, ou celui qui fait du génie côtier, qui est plutôt un génie civiliste. Donc tout ça, ça oblige une coopération entre ces différentes spécialités pour essayer d'avoir un langage un peu commun, pour pouvoir avoir un dialogue constructif avec les maîtres d'ouvrage et avec les citoyens qui, de plus en plus, s'est intéressés par ce genre de choses à plusieurs titres, d'abord par le résultat final, mais aussi pour contribuer à des informations à travers des nouveaux systèmes de téléphones portables. Et donc, la contribution citoyenne, le crowdsourcing anglais, est de plus en plus utile pour validation et pour utiliser l'information et les milliers d'informations qui peuvent être obtenues de cette manière-là en complément des gros systèmes. Donc ça, c'est un système assez vertueux, gagnant-gagnant entre récupération d'informations et en retour avoir des capacités prédictives plus intéressantes et plus validées. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les évolutions un peu court terme, génie civil plutôt sur lequel on travaille. Il y en a bien évidemment bien d'autres, mais ça c'est plus les discussions qu'on a eues avec les gens qui travaillent plutôt sur la partie qualité. C'est soit la qualité des eaux, soit la vie dans les eaux. Et en effet, ça induit ces évolutions entre la partie physique de l'évolution entre les débits et les niveaux d'eau. Ça induit évidemment des grandes variations du milieu dans lequel certaines faunes, flores se sont développées et habitent, et donc il y a pas des dérèglements, mais des évolutions induites. Nous, la partie sur laquelle on contribue, c'est uniquement sur la partie connaissance un peu physique de ces paramètres liés à des débits, à des hauteurs d'eau, à des pressions, enfin voilà, c'est ce genre de paramètres ou de température. Voilà. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire sur un petit point lié à cette partie hydraulique, ingénieur plutôt, voilà, ingénieur de l'hydraulique. Donc je sais pas si sur ces questions-là, enfin ces sujets liés au côtier, l'interaction entre la houle, les fleuves, et qui ça induit aussi des interactions avec les sédiments, hein, parce que tout ça c'est comme aussi lié à du transport de sédiments et à des modifications bathymétriques qui ont des influences économiques aussi par rapport au dragage, par rapport à ces choses-là. Donc sans parler en effet de tous les aspects liés à la vie, simplement sur ces volets-là, on voit que c'est un champ d'investigation sur lequel il y a énormément d'interactions et de complexité. Le mot complexité a été utilisé plus. Oui, alors c'était très rapidement dit, mais le risque sismique pour nous, c'est le tsunami, pour nous. Pour l'océanographe, pour le niveau d'eau, donc c'est en effet un des paramètres dont on tient compte, bien évidemment, en plus de toutes les paramètres plus déterministes qu'on a évoqués, de marée, d'onde longue, de surcote, de houle, de marée, hein, le tsunami, qui est une onde longue, qui est générée par un déplacement du fond, qui va faire bouger de l'eau, et le fait de déplacer de l'eau, un volume d'eau à un certain moment, ça va générer une onde de gravité. En Méditerranée, oui, il y en a déjà eu, il y en aura. Il y a des zones plus propices que d'autres, et ça c'est lié en effet à la partie sismique, puisque le tsunami, le fait générateur, c'est mouvement du fond. Les mouvements du fond les plus importants, prévisibles en Méditerranée, c'est pas par ici, mais c'est en face, ou c'est du côté de la Sicile. Mais les déplacements d'eau induits par ces mouvements du fond vont générer une onde longue qui va se propager dans tout le bassin méditerranéen, et qui obéit à des lois qui, elles, sont parfaitement connues. Donc, c'est-à-dire que la propagation d'un tsunami, c'est, je dirais, la chose la plus simple à faire, parce que les équations, ça se déplace à racine de GH. Donc, vous prenez la carte bathymétrique, vous prenez la profondeur, vous faites racine de GH, vous avez sa vitesse de propagation, et en fait, comme un indice de réfraction, ça va tourner plus ou moins. Donc, la partie hydrodynamique du tsunami, c'est très simple. Ce qui est pas simple du tout, c'est la génération et la probabilité de génération d'un tremblement de terre. Donc ça, c'est ce que je disais avant. Ça, par contre, aujourd'hui, on ne dispose pas. Donc dans la partie prévisible, bien évidemment, ça n'est pas pris en compte du tout. C'est un aléa supplémentaire, mais statistiquement, il est quand même
considérer quand on travaille sur des ouvrages très sensibles. Oui, donc ici, on est le risque d'avoir ce qu'on a vu à la télévision en Indonésie, au Japon, tout ça, on n'y est pas du tout. Là, on est sur des phénomènes qui sont peut-être désymétriques, c'est pas l'ordre de grandeur, c'est un. Par contre, alors, c'est pas parce que c'est désymétrique que ça n'est pas extrêmement que l'impact va pas être extrêmement élevé, parce que c'est comme une inondation en fait à ce moment-là. Et au niveau énergie, ce que j'ai dit au début, la formule c'est H au carré fois T. Donc si la période, au lieu d'être 10 secondes comme une la houle, c'est mettons 15 minutes, comme ça peut l'être pour un tsunami, voilà, vous multipliez par 100 l'énergie. Donc même si c'est pas haut, même si c'est 100 fois plus petit en hauteur, 50 cm, ça aura la même énergie que la houle. Voilà. Donc en effet, ça a un impact, mais plutôt pour la pénétration dans les terres. Jusqu'à présent, les gens qui ont travaillé sur des ouvrages maritimes, ce n'est pas le phénomène dimensionnant. D'ailleurs, si vous regardez tous les films qu'il y a eu après les grands tremblements de terre et les tsunamis au Japon, il y a certaines infrastructures portuaires, les superstructures qui ont été détruites, mais pas les ports. L'énergie de la houle, quand quelqu'un construit un port pour résister à une tempête, il résistera à un tsunami. Voilà. Par contre, il y a des endroits où on n'a pas créé artificiellement de protection, là, à ce moment-là, ça va remonter dans les terres et ça va créer une inondation. Alors, pour le moment, la dernière réunion qui a eu lieu sur ce sujet à Bordeaux, pour le moment, c'était des réunions avec les gens qui travaillent sur les modèles hydrodynamiques. Donc là, vous aviez aussi bien Météo France, le CHOM, le CEREMA, la Métropole, l'Époque, l'Université de Bordeaux, en fait, tous les acteurs qui ont quelque chose à dire sur le volet hydrodynamique du comportement du fleuve et du système couplé mer-fleuve. Première chose à faire, c'est de croire que l'outil dont on dispose reproduit bien les phénomènes que les gens ont vécus. Ça, on y est presque. Le Grand Port de Bordeaux met des gros moyens aussi. Aujourd'hui, il y a des marégraphes à la seconde près qui mesurent la ligne d'eau en 9 points le long de la Gironde. Donc la capacité aujourd'hui à reproduire les phénomènes observés en termes d'hydrodynamique, il est très bon. Deuxième étape, celle dont vous parlez après, c'est tester des scénarios. C'est, voilà, quelqu'un a une idée, on teste, une autre idée, on teste, une autre idée, on teste. Et on essaye de voir l'influence ou le rapport coût social, coût économique, socio-économique, tout ce qu'on veut, entre l'usage des terres, le coût des infrastructures et tout ça. Mais ça, ce sont justement des outils pour permettre d'avoir un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs. Il faut que je... Oui. C'est une conversation intéressante. C'est à peu près le moment de... Bon, une question. Bon, deux, mais c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez été amené à réfléchir à la relation entre la drague et l'océan dans lequel elle essaie de se jeter des jours de gros? Je ne sais pas si on a le droit de réfléchir. Je ne sais pas si on a le droit de réfléchir à ce sujet. Non, oui, bien sûr que oui. Aujourd'hui, c'est évident que l'influence du niveau marin a une influence sur l'évacuation de la crue de la Brague, voilà, comme à Bordeaux. Oui, EDF fait partie, on travaille pour eux, et tout à fait. Non, c'est un sujet, parce que en plus des phénomènes de crue et de propagation de l'onde de marée, le problème particulier que vous évoquez, il y a en plus un phénomène de clapot lié au la houle qui est levée dans l'estuaire par le vent. Quand il y a des vents très forts, on arrive à lever du clapot, et ce clapot-là, sur le franchissement ou la stabilité des ouvrages de protection de certains ouvrages sensibles, dont celui que vous évoquez, bien évidemment, c'est pris en compte, en plus de ce que je viens de dire là. Voilà. Bon, je sais passer. Prochain orateur, je ne sais pas qui était ici. Voilà.